tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine et que vous avez eu d'excellentes lectures. Alors vous l'avez vu dans le titre, moi j'ai eu une lecture cette semaine qui m'a absolument et littéralement brisé le cœur. Je vais vous en parler tout de suite après. Voilà, globalement j'ai eu de très très bonnes lectures c'est chouette quand la semaine se passe comme ça niveau lecture. Alors, on va commencer tout de suite avec In Extremis d'Anouk Schutterberg, publié aux éditions Récamier. J'avais lu l'année dernière La Nuit du Fou, que j'avais adoré. Et donc, quand j'ai vu que l'autrice sortait son nouveau roman, je me suis bien évidemment jetée dessus. Donc ici, on est pas très loin de Chambéry. Et depuis quelques semaines, on retrouve les têtes de femmes disparues dans une rivière proche de Chambéry. Et ces têtes sont affublées d'une couronne... c'est assez... les têtes sont quand même assez mises en scène. Et on retrouve que les têtes et pas les corps. La gendarmerie qui est en charge de ce dossier piétine quand même quelque peu parce qu'il n'y a pas ou peu d'indices et il n'y a aucune piste qui se dégage. Donc on fait la connaissance de Fred qui est le gendarme en charge de cette enquête. Fred, il a une petite amie, Axel, qui est journaliste. Et donc, en tant que journaliste, elle enquête évidemment sur ces meurtres et elle demande un petit peu d'aide à Fred, qui, elle, en tant que journaliste, peut aller creuser volontairement un peu plus loin que la gendarmerie. Et leur deal entre eux, c'est que si elle trouve quelque chose, elle lui en parle pour qu'il puisse approfondir son enquête. Et donc, c'est ce qui va se passer pour cette affaire de tête coupée. On fait également la connaissance de Marie, qui est la sœur d'Axel. Toutes les deux sont des adeptes des sports extrêmes. Marie, elle, en a fait son métier. Elle est sportive de haut niveau, elle a énormément de sponsors, elle a une chaîne YouTube, elle a des milliers et des millions de followers. C'est son frère Paul qui l'entraîne et qui fait office à la fois de coach et d'agent. Et entre Fred, Axel, Marie et Paul, ils se connaissent depuis qu'ils sont tout petits, donc ils forment vraiment une vraie famille de sang. Et on va donc du coup poursuivre cette enquête avec tous ces personnages. Et alternativement, on suit dans des chapitres, on donne la parole au tueur. Et je peux vous dire qu'au fur et à mesure des chapitres, on s'aperçoit qu'il est quand même foutrement cinglé. Il a un sérieux pet au casque, le garçon. Mais vraiment. Et donc du coup, on poursuit cette enquête. Alors, j'ai beaucoup aimé cette histoire, j'ai beaucoup aimé l'enquête, j'ai beaucoup aimé suivre le cheminement qui va conduire les enquêteurs jusqu'au tueur. Mais alors, ce n'est malheureusement pas un coup de cœur parce que les personnages d'Axel et de Marie m'ont profondément tendu. Je m'explique. C'est surtout le personnage d'Axel qui m'a un peu gonflé parce que alors oui, c'est une adepte des sports extrêmes, donc l'adrénaline, le danger, elle connaît, elle se met, des fois elle se met volontairement en danger quand elle pratique ces sports extrêmes. Le problème, c'est qu'elle transpose cette prise de risque et cette adrénaline dans cette enquête. Alors, elle va avoir des raisons d'aller jusqu'au bout de cette enquête. Alors, même si on finit par les connaître, ces raisons, ça peut expliquer qu'elle soit vraiment déterminée à aller jusqu'au bout. Néanmoins, elle prend des prises de risque. À un moment, ça en est même quasi maladif. Elle se met volontairement au devant du danger, et on sait pertinemment qu'il va lui arriver des bricoles. Aussi, elle a un comportement, elle fait plus flic que le vrai flic, en fait. Elle prend des décisions de flic alors qu'elle n'est que journaliste.
Et j'ai trouvé le rôle de Fred éminemment en retrait, éminemment effacé, alors que c'est quand même lui, le gendarme, c'est quand même lui qui a la main pour faire aboutir cette enquête. Et pendant tout le récit, j'ai eu l'impression que c'était le faire-valoir d'Axel, en fait. C'était, voilà, c'était Axel qui était Batman et Fred qui était Robin. Voilà. Donc j'ai trouvé que voilà, elle était éminemment gonflante dans ses prises de risques, dans son comportement. Elle m'a profondément tendue hein, quand même cette fille. Alors Marie, elle prend beaucoup de prises de risques, même si c'est son métier. Mais bon, c'était pas aussi flagrant qu'Axel. Néanmoins, j'ai beaucoup aimé l'enquête. Voilà, les chapitres sont courts, donc c'est éminemment Page Turner. J'ai peut-être trouvé que la fin est arrivée un peu vite. La révélation de l'identité du tueur est arrivée un peu vite. Mais bon, j'aurais aimé un peu plus de... Non, j'ai vraiment trouvé que que ça arrive. Enfin, l'enchaînement des révélations est arrivé un peu vite. Mais bon, voilà, ça reste un très très bon thriller, éminemment Page Turner. Donc si vous aimez ce genre de thriller, allez-y, foncez sur In Extremis, vous ne serez pas déçus. Ensuite, j'ai lu. Oui, j'ai lu. Vraiment. J'ai lu en service presse audio par NetGalley Magie et sentiments d'Ariel Holtz. Alors, c'est Les secrets de Langdown d'Ariel Holtz. Donc, je vous mettrai la petite vignette ici. Donc, ici, on se trouve dans un roman de fantasy. J'avais déjà lu plusieurs romans d'Ariel Holtz. J'aime beaucoup son univers, j'aime beaucoup ce qu'il crée. Là, on est dans une Angleterre un peu différente de celle qu'on connaît. On a l'Angleterre sur Terre, donc, et on a l'Angle-Lune. Vous l'aurez compris, donc, sur la Lune. Bien, il y en a 3 qui ont suivi. Et donc, on est sur ces 2 royaumes. Alors, la Lune est sous protectorat. Et parce qu'on apprend au tout début du récit qu'il y a eu un espèce de gros conflit sur Terre et un certain nombre de personnes ont été sur la Lune pour vivre comme ils le souhaitaient. Et donc, depuis ce temps-là, la Terre et la Lune se regardent un peu en chien de faïence. Et donc, pour instaurer une paix un peu plus durable entre les 2 royaumes, il a été décidé de marier 2 clans issus des 2 royaumes afin de sceller une paix un peu plus durable. Et donc, on a choisi 2 parties sur chaque royaume. On a les Ashdown, qui sont les lunaires, dont Nathaniel, le frère, a été choisi pour être le fiancé. Et il va être accompagné de sa sœur Sheva pour rencontrer sa future épouse. Du côté de l'épouse, on est sur la famille des Exeter. Donc Rebecca, a été choisie pour être la fiancée. Et on va très vite apprendre que son frère Luc est un espion à la solde du prince du royaume terrien. Et il lui a été chargé d'espionner les lunaires, car on ne leur fait pas entièrement confiance. Donc les deux familles se rencontrent. A priori, ça a l'air de matcher entre les 2 fiancés. Mais, surprise, Luc s'intéresse grandement à la beauté troublante de la belle Sheva. Donc, alors évidemment, on va se lancer un peu dans une romance entre ces 2 personnages. Mais bon, alors d'habitude, ça me saoule. Mais comment vous dire que cette romance, elle sert quand même peu ou prou ce récit. C'est pas le cœur même du récit, c'est pas une romantaisie, loin de là, parce que sinon je pense que j'aurais lâché l'affaire. Mais on est donc dans un roman de fantaisie avec un soupçon de romance.
Et très vite, on va s'apercevoir que des deux côtés, que ce soit côté terrien ou côté lunaire, eh ben, il y a des secrets, parce que les lunaires aussi viennent sur Terre avec un objectif caché. Donc on va suivre tout ça. Et franchement, j'ai passé un excellent moment à l'audio. J'ai eu beaucoup de plaisir à découvrir la famille Ashdown et la famille Exeter. Alors franchement, les frères et sœurs de Luke et de Becky, ils valent leur pesant de cacahuètes. Moi, j'ai adoré Effie, qui est une gamine espiègle, qui n'a pas la langue dans sa poche. Elle dit toujours les choses cash, vraiment franco, faut vraiment pas être susceptible avec elle. J'ai vraiment beaucoup aimé, et j'ai aussi beaucoup aimé le personnage d'Esther Ashdown, qui est certes un personnage qu'on voit à un certain moment du récit, extrêmement ponctuellement. J'aurais bien aimé par contre qu'on la voie un peu plus, qu'elle ait un peu plus un rôle à jouer dans cette histoire, parce que franchement j'ai trouvé que c'était un personnage qui gagnait à être connu et qui n'était pas suffisamment mis en avant dans ce roman. J'ai vraiment tout adoré, le récit, l'action, l'univers qui a été construit par l'auteur. Franchement, ça gagne vraiment à être connu. Il a vraiment un talent, Ariel Holtz, pour construire des univers qui nous sont familiers et qui pourtant ne le sont pas complètement, parce que ce sont des univers magiques. C'est un Londres que l'on imagine, parce qu'on voit les grands monuments qui n'ont pas tout à fait les mêmes noms. C'est similaire, mais pas trop. Donc, c'est un univers que l'on connaît, mais pas tout à fait. Franchement, j'ai vraiment beaucoup aimé cet univers. C'est un one-shot, une fois n'est pas coutume. Donc, si vous voulez plonger dans un univers de fantasy extrêmement bien construit, avec des personnages extrêmement attachants, foncez sur ce roman d'Ariel Holtz, Magie et Sentiments. Vous ne serez donc pas déçus. Ensuite, et c'est le roman qui m'a achevé le cœur la semaine dernière, il s'agit de 1000 soleils splendides de Khaled Hosseini, publié aux éditions, je crois que c'est J'ai lu en poche. C'est un roman que j'avais emprunté à la bibliothèque, que j'ai dû rendre, donc je vous mettrai la petite vignette ici. De cet auteur, j'avais lu Les Cerfs-Volants de Kaboul, qui m'avait beaucoup bouleversée, émue vraiment à un point inimaginable. Mais alors là, franchement, 1000 soleils splendides, je crois qu'il est encore un cran au-dessus des Cerfs-Volants de Kaboul. Dans ce roman, on va suivre l'histoire de deux personnages, de deux femmes. On va commencer par Mariam. Mariam est une petite fille qui vit avec sa maman. On va très vite apprendre qu'elle est née hors mariage. Son père vient la voir de temps en temps, et pour elle, c'est vraiment des moments absolument magiques, car elle voue un espèce de culte à ce père qui pourtant ne vit pas avec elle, qui vient les voir une fois par semaine, qui apporte des cadeaux à Mariam, mais qui suscite vraiment un mépris de la part de la maman. On va suivre donc Mariam qui voudrait tellement faire partie de la vie de son père à temps plein et non pas une journée par semaine. Et il va arriver malheureusement un drame qui va faire que Mariam va donc vivre dans la maison de son père, mais elle ne va pas y vivre très longtemps, car ce père qui est gêné d'avoir cet enfant illégitime avec lui et qui ne souhaite pas l'élever, va la donner en mariage. Alors, il faut savoir qu'à l'époque, Mariam a 11 ou 12 ans, je crois. Il va la donner en mariage à un homme qui a une 40aine d'années. Et à l'époque, c'est pas l'Afghanistan de maintenant, c'est l'Afghanistan des années 80, qui était encore sous régime russe. On dit, oui, les talibans, ils sont arrivés, voilà, ça a été l'enfer. Les talibans n'ont fait que durcir des règles qui existaient déjà. Le fait de donner en mariage une fille à un homme 3 fois plus âgé qu'elle, eh ben, ça existait déjà. Le port de la burqa existait déjà avant l'arrivée des talibans. Donc Mariam est donnée en mariage à cet homme, Rachid. Si au début, cet homme était gentil avec elle, il va très vite montrer son vrai visage. Un homme violent, un homme méchant.
qui va la cacher sous une burqa, ni plus ni moins. Il va accepter de sortir avec, de la sortir, mais à condition qu'elle porte la burqa. Alors, on nous raconte un petit peu comment les femmes arrivent, quand elles ont la burqa pour la première fois, c'est pas évident de marcher avec ça, parce que ça réduit considérablement le champ de vision. Voilà, imaginez que voilà, vous n'avez que ceci, hein, comme fenêtre de tir, c'est le moment de le dire. Donc ça réduit considérablement le champ de vision. Et donc, on va suivre les premiers temps du mariage entre Rachid et Mariam. Rachid qui va laisser pleinement exploser sa colère et sa haine vis-à-vis de Mariam à un certain moment de leur mariage. Puis on va faire la connaissance de Layla. Layla qui est une petite fille. Au début, quand on la rencontre, elle fait partie d'une famille aimante. Son père a d'énormes objectifs pour elle. Il veut qu'elle soit éduquée. Il veut qu'elle soit libre. Il veut qu'elle soit libre de faire ce qu'elle souhaite. C'est vraiment un papa aimant. Elle a un ami avec qui elle joue, elle passe quasiment tout son temps libre, qui s'appelle Tariq. Et ils vont vivre leur enfance tous les deux, et arrivé à un certain âge, les ragots vont bon train, parce qu'ils passent vraiment, ils ont 15-16 ans tous les deux, donc c'est l'âge où on pense aux garçons et aux filles de manière différente à cet âge-là. Donc si vous avez des ados de cet âge-là, vous devez bien vous rendre compte. Donc, la rumeur fait que ce sera peut-être bien que les deux officialisent un petit peu les choses, voilà. Et c'est pareil, il va se passer un drame qui va conduire Layla à être seule. Elle va être recueillie dans le foyer de Rachid et Mariam. Et ils vont très vite découvrir que Layla est enceinte. Et donc Rachid, qu'est-ce qu'il fait? Il décide d'épouser Layla et d'élever l'enfant à naître. Parce qu'il croit dur comme fer que c'est un garçon. Alors au début, Mariam, elle voit ça d'un très 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 mauvais œil. Et les relations entre les deux femmes ne vont pas être hyper bonnes dès le départ. Mais au fur et à mesure, ces deux femmes vont... Voilà, il va y avoir une amitié très très forte qui va se développer autour de ces deux femmes, à tel point que cette amitié va tout balayer sur son passage. Cette amitié va donner la force à ces deux femmes de faire ce qu'elles n'auraient jamais pensé faire, chacune de leur côté. C'est un immense souffle d'espoir. Et par-delà l'histoire de ces deux femmes, on suit l'histoire de ce pays, de l'Afghanistan, qui a été humilié, qui a souffert du joug de beaucoup de monde, des soviétiques d'une part, on suit l'invasion soviétique, on suit le départ des soviétiques, la victoire des moudjahidines. On voit apparaître un personnage emblématique de l'Afghanistan, le colonel Massoud, qui est le héros de la libération de l'Afghanistan, juste avant que les talibans ne prennent le pouvoir dans ce pays. On voit aussi l'arrivée des talibans, toutes les règles qu'il y avait. Si tant est que les femmes avaient encore quelques libertés dans ce pays, les talibans sont arrivés et ont absolument tout verrouillé. Mais quand je dis tout, c'est tout. Et le quotidien des femmes a vraiment été bafoué. Et on a quelques exemples vraiment criants de vérité dans ce roman, et on s'aperçoit vraiment que ce peuple et les femmes, mais en particulier, mais tout le peuple afghan ont été écrasés sous le joug des talibans. C'est un roman extrêmement dur, extrêmement violent, mais c'est un roman qui porte énormément d'espoir dans ses mots, dans l'histoire de ces personnages.
il y a du sacrifice, de la loyauté, c'est éminemment bouleversant. Alors, je peux vous dire, hein, j'ai beaucoup pleuré à un certain passage du roman. C'était éminemment bouleversant, c'était d'une tristesse infinie. Mais par-delà de ça, c'était un immense cri d'amour, d'amitié. C'était extrêmement beau et c'est pour ça que ça rendait les choses tellement tristes. Franchement, c'est un immense coup de cœur pour Mille soleils splendides. J'avais beaucoup aimé Les Cerfs-Volants de Kaboul, mais voilà, franchement, Mille soleils splendides, c'est énorme. J'ai refermé le livre, j'ai dit, mon Dieu, mais que lire après ça? C'est tellement beau. Moi, c'est ce que j'aime dans la lecture, c'est vraiment ressortir d'un livre complètement chamboulé et refermer le livre en disant, bon, qu'est-ce que je vais lire après? Bon, je suis partie sur autre chose, sur un style complètement différent, mais voilà, il a une plume, Khaled Hosseini, franchement, on sent qu'il a un amour profond pour son pays. Rien que pour ça, il faut lire Khaled Hosseini, il faut soutenir le peuple afghan en faisant tourner ses romans. Ça ne fera pas grand-chose, mais au moins on pourra partager le quotidien de ce peuple qui a éminemment souffert depuis un peu plus de 40 ans maintenant. Sinon, en termes de lecture actuelle, je suis toujours dans ce pavé, le The Expanse, le tome 7, Le soulèvement de Persépolis de James Corey aux éditions Actes Sud. Donc là, j'en suis presque à la moitié. Alors, c'est dense, c'est riche, mais alors, quel plaisir de retrouver les personnages et le Rocinante. C'est génial, j'adore. Je m'éclate dans cette lecture. Alors malheureusement, je lis pas autant que je le voudrais parce que comme je suis extrêmement fatiguée en ce moment, je m'endors comme une grosse crotte le soir, donc je lis assez peu le soir. J'essaye de lire un peu plus dans la journée, mais des fois c'est pas toujours évident. Mais en tout cas, j'adore et vous aurez mon avis dans le prochain Qu'as-tu lu de la semaine prochaine. Sinon, cette semaine, j'ai eu 2 réceptions. J'ai reçu La Reine de l'Arnaque de Alex Haye aux éditions Black Lab. J'ai donc rempli un formulaire sur Instagram et j'ai eu la chance d'être sélectionnée pour recevoir donc ce roman. Donc là, on va avoir une voleuse qui va avoir quelques jours pour détrousser pour séduire l'héritier le plus riche de l'ombre et lui dérobrer sa fortune. On ne sait rien d'autre. En tout cas, je trouve la couverture absolument magnifique. C'est un super objet livre. Alors, Alex Haye, c'est l'auteur des Gouvernantes, que je n'ai pas lu, mais a priori, il est au Quai du Polar à Lyon début avril, dans 15 jours. Donc, j'irai peut-être me prendre des Gouvernantes par la même occasion. Sinon, j'ai également reçu de la part des éditions Albin Michel le nouveau roman de Sophie Hénaf, Police People, aux éditions Albin Michel. J'adore Sophie Hénaf, rappelez-vous, c'est l'autrice de la saga des Poulets grillés que j'ai adoré. Donc ici, on est dans une nouvelle série avec une nouvelle équipe de police. Automne 2024, une vague de cambriolage des plus en plus violents touche les célébrités. À la PJ de Paris, Cathy Martini et sa brigade se chargent des enquêtes. Veuve d'un chanteur populaire, la commandante est bien placée pour savoir trier les paillettes. Lorsqu'une actrice télé disparaît mystérieusement, c'est la routine. À un détail près, la disparue était la maîtresse de feu son mari. Non seulement Martini n'a aucune envie de la retrouver, mais voilà qu'on lui refourgue son pire cauchemar en guise d'adjoint, un fan de tout ce qui brille. Je pense que ça va être d'enfer, comme d'habitude, avec Sophie Hénaf. Et j'espère et je lui souhaite avoir le même succès que pour les Poulets grillés. Je vous en reparlerai très vite. Il sort le 27 mars. Donc voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si je vous ai donné envie de lire les romans que je vous ai présentés. N'hésitez pas aussi à me dire ce que vous avez lu la semaine passée. Et si vous avez envie de discuter de n'importe quoi d'autre, n'hésitez pas, les commentaires sont ouverts. N'hésitez pas à partager votre instant de visionnage, à mettre un pouce en l'air et à vous abonner. C'est gratuit, ça fait plaisir et ça ne fait de mal à personne. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une très très belle journée, de très très belles lectures et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!